Bonjour, bonjour. On va parler de tout ce qu'on n'aborde pas en ce moment parce que les élections sont omniprésentes. Et oui, ça sert aussi à ça de revenir sur l'actualité de la semaine dernière. Et d'ailleurs, on va commencer maintenant, figurez-vous. Et on va parler d'Elon Musk et de Twitter. Alors on peut s'en foutre comme ça, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Alors je voudrais juste commencer par une petite parenthèse pour dire que Elon Musk est une sale merde. Voilà, enfin c'est fini. Elon Musk va-t-il racheter Twitter? Alors ça c'est... Bon évidemment ça a beaucoup bougé depuis, donc on va un peu chevaucher le temps actuel. À grand renfort de tweets, alors qu'il figure depuis janvier au capital de l'Oiseau Bleu en tant qu'actionnaire majoritaire, critique sévèrement la plateforme Twitter, la plateforme dont il est, comme je viens de le dire, actionnaire majoritaire. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Twitter avait ensuite proposé, après qu'il soit devenu actionnaire majoritaire en janvier, à Elon Musk de rejoindre le conseil d'administration de Twitter. Et il a dit non. Par contre, à Wall Street, le fait qu'Elon Musk arrive, eh ben, ça avait réagi, voilà, ils avaient monté un peu en termes d'action, voilà, c'était cool. Bref, cela dit, le milliardaire, donc Elon Musk et le conseil d'administration de Twitter sont engagés dans un bras de fer depuis le début du mois, au point que le réseau social s'est doté d'un dispositif anti-Elon Musk. Très drôle. Je comprends pas pourquoi... Comment... Parce que je crois qu'en fait, tu peux pas refuser qu'il achète des actions. Tu peux pas refuser qui que ce soit d'acheter des actions, c'est ça? Donc le gars, il le déteste, mais il se retrouve actionnaire principal, donc il change les règles pour pas trop qu'il puisse avoir de part. Ça a l'air d'être assez incroyable comme logique et comme système vraiment claqué du cul. Donc du coup, le dispositif anti-Elon Musk, c'est une pilule empoisonnée. Si une entité franchit le seuil de 15% de participation donc au capital sans avoir reçu l'accord préalable du conseil, eh bien les autres actionnaires pourront racheter des titres à prix réduit. Le but de la manœuvre étant de diluer mécaniquement la part de l'indésirable au capital. Cela dit, Elon Musk a obtenu des engagements de financement à hauteur de 46,5 milliards de dollars. J'ai regardé, c'est plus que le PIB de la Tunisie, pour racheter Twitter. Donc l'homme le plus riche du monde envisage de lancer une offre publique d'achat sur les titres en circulation du réseau social. Donc ça, c'était un document, pour le coup là j'ai dépassé, c'est un document qui date d'aujourd'hui. Un document donc déposé auprès des autorités de régulation, sachant que, comme on parle de la semaine dernière, mais du coup c'était annoncé depuis la semaine dernière qu'il comptait faire ce genre de... Bonjour Elon Musk. Donc sur ce montant, sur le montant des 46,5 milliards de dollars, il y a 33,5 milliards qui sont des fonds apportés à titre personnel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nationalisé Elon Musk en fait? Dont 21 milliards de capitaux propres, soit moins de 8% de sa fortune personnelle, il a l'air vraiment d'être très 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 riche. Et donc il y aurait 12,5 milliards de prêts. Il y a des banques qui sont prêtes à allonger. Moi la banque m'a cassé les couilles pour 150 000. Hein? Donc la participation des banques, dont Morgan Stanley, je crois qu'il y avait eu des bails de faillite, non? Chez Morgan Stanley, je sais plus. Ils apporteraient 13 milliards. Donc ça fait beaucoup. Donc là, c'est un article du Midi Libre qui nous dit: comme nous l'indiquent nos confrères de Marianne, Elon Musk se décrit comme un absolutiste en matière de liberté d'expression et a déclaré vouloir libérer le potentiel de Twitter. Twitter qui, entre parenthèses, est une plateforme pas ou très faiblement rentable. Ça a l'air vraiment d'être un caprice de riche. Donc en gros, l'article de Marianne rappelle les connivences entre le patron de Tesla et l'ancien président américain Donald Trump. Et là, j'ai un article sur CNET France sur les 4 choses que Elon Musk voudrait faire changer à Twitter. Donc, il veut changer la modération. Premièrement. Donc, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas sur Twitter est un sujet sur lequel Elon Musk s'est exprimé avant même de révéler sa prise de participation à l'entreprise. C'est quelque chose dont il parle depuis longtemps. À la fin du mois de mars, il a lancé un sondage. Alors, il faut savoir que ça parle beaucoup de sondages Twitter, puisque Elon Musk fait beaucoup de sondages sur Twitter pour dire « Regardez, les gens sont de mon côté, du coup on va faire comme ça ». Alors qu'évidemment, ça marche pas comme ça. Donc du coup, il a lancé un sondage pour savoir si les utilisateurs pensaient que Twitter protégeait la liberté d'expression. Il a déclaré que les résultats seraient très importants. Donc à l'époque, on ne savait pas c'était quoi le bail, et le bail, c'est que du coup, il veut racheter pour faire changer la politique de l'entreprise. Et donc du coup, environ 70% des 2 millions de participants ont répondu par la négative. Donc du coup, ensuite, il a dit... Je traduis. Étant donné que Twitter sert de facto de place publique, le fait de ne pas adhérer au principe de la liberté d'expression mine fondamentalement la démocratie. Que faut-il faire? A-t-il réagi, ajoutant une autre question sur l'opportunité de créer une nouvelle plateforme. Donc là, ça nous rappelle ensuite que Donald Trump s'est fait supprimer des tweets et que Elon Musk est en mode « Oui, premier amendement, mes couilles !»
Sauf qu'en fait, eh bien, il est rappelé que le premier amendement ne s'applique pas aux entreprises privées telles que Twitter, qui peuvent créer leurs propres règles, leurs propres CGU, ce que Elon Musk considère comme n'étant pas normal, visiblement. Et donc en gros, Elon Musk, concernant la modération, et là je reviens sur l'article de Marianne, il voudrait laisser les gens parler librement dans les limites de la loi, et cette loi c'est, entre parenthèses, justement le premier amendement. Et ensuite on nous rappelle que, puisque les discours racistes et antisémites, ou encore la diffusion d'informations privées sont légaux aux États-Unis, on a le droit, c'est garanti par le premier amendement, eh bien ce genre de propos pourrait être à nouveau autorisé sur Twitter. Donc en gros, un des objectifs d'Elon Musk serait de réautoriser le racisme et l'antisémitisme sur la plateforme, tout simplement. Dans les autres trucs qu'il veut faire, à chaque fois c'est que des trucs qui le touchent personnellement, hein, vous allez voir. Ensuite, il veut combattre les escroqueries liées aux crypto-monnaies. Alors, pourquoi spécifiquement ça? Eh bien, parce que il y a eu une arnaque aux crypto-monnaies qui a touché Elon Musk, puisque des escrocs ont usurpé son identité en utilisant de faux comptes sur divers réseaux sociaux dans le but d'inciter les victimes à donner des crypto-monnaies. Et donc, Elon Musk, en janvier, déplorait que Twitter passe plus de temps sur des projets tels que les photos de profil et les NFT plutôt que lutter vraiment contre les bots et les spams de crypto-monnaies. Donc vraiment caprice de riche, de nouveau. Parce que je pense que ça touche pas beaucoup de gens, hein, à ce genre de scam. Mais bon. Ensuite, un bouton pour modifier les tweets. Alors on a vu que d'ailleurs ça allait peut-être arriver sur Twitter. Ça allait arriver sur Twitter. Et Twitter qui s'est défendu en disant oui, on y a pensé avant. Probablement vrai d'ailleurs. Et donc là encore, hein, il a fait à base de sondage en demandant aux gens s'ils voulaient un bouton édition. Il y a eu 4 millions de participants et les 3/4 ont soutenu l'idée. Et ensuite, il veut rendre public l'algorithme, ce que Twitter n'a jamais voulu faire évidemment. 83% du million de personnes qu'il a interrogées ont répondu par l'affirmative à la question est-ce qu'il faut ouvrir l'algorithme. Et en fait, tout ça pose une dernière question, qui est, en acquérant Twitter, si Elon Musk acquiert Twitter, il acquiert surtout une énorme arme de communication pour peser de tout son poids sur le terrain médiatique et notamment, eh bien, pour servir ses intérêts et sa vision du monde au monde justement hors du cadre des États-Unis. Et si justement en France on se plaint souvent que Bernard Arnault ou Lagardère achètent des médias et ils foutent des faf ou achètent le monde de l'édition pour influer sur la politique française, on pourrait aussi se demander si Elon Musk, même si ça concerne des bails qui sont aux États-Unis, ce n'est pas encore pire, puisque pour le coup, ça impacterait plus généralement l'Occident. En vrai, je pense, très honnêtement, que il faudrait faire une séparation stricte entre les outils médiatiques et journalistiques et l'industrie et la politique, en fait. Tu ne pourrais pas avoir l'un et l'autre. Tu ne pourrais pas vendre des bagnoles, lancer des satellites, faire de la politique et acheter un média. Ça devrait juste être interdit, en fait. Et en plus, alors je l'ai pas noté, mais Elon Musk en fait a considéré, en fait c'est un bail aussi, c'est un peu une vengeance personnelle qu'il a contre Twitter, parce qu'il considère que Twitter le censure souvent, notamment parce qu'il a dit des conneries des fois, concernant le Covid notamment. Le problème c'est que nous sommes dépendants des luttes qui seront menées sur ce sujet aux USA, et oui, c'est un problème d'indépendance, tout à fait. Moi je vois vraiment comme je m'achète un porte-voix politique avec ces milliards d'utilisateurs et je censurerai les gens que j'ai pas envie que vous entendiez. Oui, alors même malgré le fait qu'il prône la liberté totale d'expression, en fait il prône sa liberté totale d'expression et celle de son courant politique. Je pense que si jamais ça devient une plateforme majoritairement peuplée de gens qui demandent la nationalisation et la socialisation des biens de production, je pense que il aura une politique de modération à l'encontre de ses propos. Twitter, c'est ultra influent sur beaucoup de choses. Twitter, c'est... Alors, je sais qu'il y a beaucoup moins de gens sur Twitter que sur Facebook, ou même que sur YouTube, etc. Mais Twitter, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas n'importe qui est sur Twitter. Dans le sens où tous les journalistes y sont. Ce qui fait que Twitter, malgré le fait que ce soit un endroit où il n'y a pas tout le monde, peut-être même l'un des réseaux sociaux les moins convoités et les moins utilisés, en réalité, par la plupart des Français, par la plupart des Européens, c'est un réseau social où beaucoup se joue. Structurellement parlant, ça influe beaucoup de choses. Tous les journalistes étant sur Twitter, beaucoup vont écrire en fonction de ce qui se passe sur Twitter, en prenant Twitter comme étant la vérité, ou un reflet véritable de la société. Et même d'ailleurs, on a régulièrement des articles sur « oui, machin fait réagir sur Twitter »,« oui, tout le monde réagit sur Twitter »,« le net se fout », en fait c'est Twitter à chaque fois. Donc Twitter, c'est quand même malgré tout très influent. Moi, par exemple, parce que je ramène ma gueule sur Twitter... j'ai eu des interviews dans des journaux. J'ai eu des clients. Et sur Twitter, moi, par exemple, bah, du coup, tu peux être suivi par de très grosses personnalités. Moi, par exemple, je suis suivi par le compte de Jean-Luc Mélenchon. Bon, je pense que c'est Antoine Léaumont qui m'a fait suivre. Je suis suivi par, je sais plus, je suis suivi par des hommes politiques, par des députés, par des
par des journalistes, etc. Je suis par pas mal de gens. J'ai pas encore été bloqué par Thinker of You, petit... J'y arriverai un jour. Après, c'est très polarisant et c'est un peu de la merde, Twitter, en réalité. C'est de la merde, mais c'est addictif. Bah allez. Je vous laisse. Et on se retrouve jeudi prochain, hein. La même chose.